Quand une personne que tu aimes réellement et désires dans ta vie ne montre pas d'intérêt à rester, cela peut être un coup direct à tes émotions. Cette vidéo est un guide pour comprendre pourquoi il est si difficile de lâcher quelqu'un qui ne partage pas ton désir de construire une relation durable et comment tu peux laisser partir cette personne de manière définitive. Dans ce guide, nous te donnerons les étapes nécessaires pour que tu prennes le contrôle de tes sentiments. Et surtout, pour ta paix intérieure. Ici, tu découvriras des stratégies concrètes pour rediriger tes pensées, rompre les cycles de dépendance émotionnelle et libérer l'énergie que tu as piégée en quelqu'un qui n'est pas disposé à faire partie de ta vie. Alors, reste attentif, car ce que tu vas entendre t'ouvrira les yeux. Tu apprendras à reconnaître quand quelqu'un n'est tout simplement pas fait pour toi et quoi faire pour cesser de penser à cette personne. Reste jusqu'à la fin, car je te promets qu'en appliquant ces conseils, tu verras un changement réel dans ta manière de percevoir cette situation. Peu importe à quel point tu t'es accroché à cette personne, tu pourras retrouver ton estime de soi et construire une vie centrée sur ton bien-être et ton développement personnel. Bienvenue sur Vision stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Commençons ensemble ce chemin vers la liberté émotionnelle, une expérience où lâcher prise n'est pas une perte, mais une opportunité de reprendre le contrôle de ta vie. Il existe une sorte d'illusion de compléter le cycle lorsque nous sommes dans une relation de ce type. Les études sur l'attachement, comme celles de John Bowlby et Mary Ainsworth, montrent qu'en enfance, nous formons des liens d'attachement avec notre entourage et ces liens sont fondamentaux pour notre sentiment de sécurité. Lorsque ce lien est incomplet ou ne correspond pas, nous ressentons un vide que nous essayons de combler, comme si nous avions besoin que cette personne nous complète dans de nombreux aspects. C'est une façon de rechercher une approbation émotionnelle qui nous apporte la paix, mais en réalité, c'est une quête pour combler ce besoin. Souvent, nous nous convainquons qu'il s'agit d'amour, alors qu'en fait, nous cherchons à guérir une blessure de rejet ou d'abandon. Abraham Maslow l'a mentionné dans sa hiérarchie des besoins. Le besoin d'appartenir et d'être aimé est l'un des plus fondamentaux pour le bien-être humain. Quand ce besoin reste insatisfait, nous avons tendance à le poursuivre dans des endroits qui ne sont peut-être pas les plus sains pour nous. Ainsi, nous restons dans des relations qui ne nous apportent pas de valeur ou qui n'ont simplement pas le potentiel de nous donner la réciprocité dont nous avons besoin. Nous nous accrochons à une fantaisie, à l'espoir que l'autre personne changera et qu'elle validera, d'une manière ou d'une autre, nos efforts ou nos sentiments. Dans ce processus, il est facile de perdre de vue notre dignité et notre valeur, nous laissant piéger dans une relation sans avenir. Un schéma commun chez ceux qui affrontent cette situation est la répétition de comportements qui reflètent la peur du rejet ou la peur de la solitude. Selon le docteur Viktor Frankl, qui a développé la logothérapie, nos choix et nos relations sont très liés à la quête de sens. Si ce sens semble dépendre d'une autre personne, nous construisons nos vies autour d'une source externe au lieu de trouver ce sens en nous-mêmes. Sans nous en rendre compte, nous donnons à une autre personne la responsabilité de notre bonheur, sans voir que ce fardeau ne devrait pas leur incomber, mais nous-mêmes. Dans ces cas, la dépendance émotionnelle devient un cycle. Nous continuons à chercher chez l'autre une validation émotionnelle, même si nous savons qu'elle n'est pas prête à l'offrir. C'est ce que Sigmund Freud appellerait une relation transférentielle, dans laquelle nous projetons sur quelqu'un de notre présent des sentiments non résolus de notre passé. Nous nous convaincrons que cette fois-ci sera différente, que cette personne remplira réellement ce vide, mais nous ne pouvons pas changer la trajectoire si nous continuons à traîner ces schémas. L'attente que quelqu'un d'autre résolve nos carences émotionnelles nous rend plus vulnérables à la manipulation émotionnelle et au rejet. Comme l'a expliqué Erich Fromm dans son livre « L'art d'aimer », l'amour véritable n'est pas une quête pour compléter nos déficiences, mais un acte de don. Cependant, lorsque notre auto-image dépend de l'acceptation de l'autre personne, nous perdons notre capacité à donner de manière authentique. Nous nous retrouvons à supplier amour et affection,
Et cette position de vulnérabilité devient notre manière de nous relier aux autres, une façon de relation dans laquelle nous nous sentons constamment mis à l'épreuve. La clé pour rompre ce cycle n'est pas d'essayer de changer l'autre personne ou de lui faire changer d'avis, mais de restructurer notre vision des relations. Selon Albert Bandura et sa théorie de l'apprentissage social, nous apprenons à nous relier en imitant des comportements et des rôles qui nous semblaient efficaces à un moment de notre vie. Peut-être avons-nous observé que l'insistance ou l'abnégation étaient récompensées, et sans nous en rendre compte, nous avons assumé ce rôle dans nos propres relations. Lorsque quelqu'un devient le centre de notre vie, nous laissons de côté quelque chose d'essentiel, nous-mêmes. Comme le souligne Rolando Goicoechea, la clé d'une relation saine réside dans la compréhension de ce qui nous motive intérieurement et de ce qui nous pousse à chercher ce que nous recherchons. Autrement dit, lorsque notre vie manque d'un sens clair ou d'un objectif, il est facile de se perdre dans les autres en essayant d'obtenir d'eux la validation. Nous avons tendance à devenir des nécessiteux émotionnels, piégés dans le rôle de ceux qui attendent de recevoir. Pour rompre ce cycle, il est d'abord important de reconnaître que nous ne sommes pas responsables de changer la façon d'être de l'autre personne. Cela peut sembler dur, mais c'est l'une des clés pour nous libérer d'une relation déséquilibrée. Nous nous convainquons que si nous changeons quelque chose en nous-mêmes, si nous sommes plus compréhensifs ou plus aimables, nous parviendrons finalement à être aimés de la manière dont nous souhaitons l'être. Cependant, cette attente est rarement satisfaite. Une des choses que souligne Aaron Beck, père de la thérapie cognitive, est la nécessité de remettre en question nos croyances sur l'amour et les relations. Si nous croyons que l'amour signifie toujours souffrance ou sacrifice, alors nous chercherons inconsciemment des relations qui valident cette croyance. Mais en remettant en question ces idées, nous ouvrons la porte à une nouvelle manière de nous relier aux autres, où l'auto-acceptation et le soin de soi deviennent notre priorité. Le véritable pouvoir de lâcher prise ne réside pas dans l'oubli ou l'ignorance des sentiments, mais dans la restructuration de nos attentes et la compréhension que notre bonheur ne devrait pas dépendre d'une autre personne. Au bout du compte, nous sommes responsables de notre paix émotionnelle, et pour l'atteindre, nous devons apprendre à différencier ce que nous désirons de ce dont nous avons réellement besoin. Parfois, la douleur de laisser partir quelqu'un qui ne souhaite pas être avec nous devient une porte vers un apprentissage bien plus profond. Au lieu de le voir comme un simple échec ou rejet, nous pouvons essayer de comprendre la relation comme une leçon. Chaque relation a un but spécifique, quelque chose qui nous enseigne sur nous-mêmes, nos besoins et nos limites. Viktor Frankl parlait de l'importance de trouver un sens dans les événements de la vie, même dans ceux qui font profondément mal. Selon lui, la souffrance peut nous amener à explorer nos propres capacités et ressources intérieures, nous aidant ainsi à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions. Lorsque nous regardons une relation sous cet angle, la douleur se transforme en un outil de croissance. Elle nous permet d'analyser clairement nos actions, nos attentes et la manière dont nous permettons ou tolérons certains comportements. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», la question devient « Que puis-je apprendre de cela pour l'avenir ?» Les relations qui se terminent en déception ou en rupture douloureuse portent une charge d'apprentissage particulière, car elles nous montrent nos limites et nos vulnérabilités. Carl Jung soutenait que beaucoup de nos relations reflètent une partie non résolue de notre inconscient. Parfois, lorsque nous mettons fin à une relation, nous rompons réellement avec des aspects de nous-mêmes qui ne nous servent plus ou qui doivent être transformés. Peut-être que cette relation nous a fait prendre conscience de parties de nous qui nécessitent une attention, des insécurités persistantes ou des blessures non guéries du passé. Regarder une rupture sous cet angle nous donne l'occasion de faire un travail d'introspection profond, dans lequel nous comprenons que l'autre personne a également ses propres processus et défis, et que nous ne sommes pas responsables de la changer ni de nous adapter pour nous intégrer à sa vie. Accepter une rupture comme une leçon nous libère aussi de la culpabilité et du ressentiment et nous permet de voir la situation avec compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers l'autre personne, en comprenant que nous sommes tous des êtres en croissance, avec des apprentissages en cours et des chemins qui nous sont propres. La rupture cesse alors d'être une tragédie pour devenir une étape d'apprentissage,
un processus de reconfiguration émotionnelle qui nous aidera dans nos futures relations. Sous l'angle d'Ellis et de sa thérapie rationnelle émotive, nous pouvons voir que souvent, les croyances irrationnelles ou déformées concernant l'amour et les relations perpétuent notre souffrance. Nous croyons que le véritable amour ne faillit jamais, ou que si nous faisons suffisamment de sacrifices, l'autre personne changera. Cependant, accepter qu'une relation n'avait pas d'avenir nous permet de nous libérer de ces attentes irréalistes. Le processus de lâcher-prise ne consiste pas seulement à se séparer de la personne, mais aussi à libérer ces croyances qui nous maintenaient attachés à un idéal. Pour beaucoup, accepter qu'une relation a pris fin pour une raison supérieure est une étape clé vers le développement personnel en interprétant une relation comme une leçon. Nous cessons de la voir comme une perte et commençons à la considérer comme un apprentissage nécessaire. Ce changement de perspective est libérateur, car il transforme non seulement notre manière d'expérimenter la perte, mais aussi notre façon de nous relier à l'avenir. Il nous donne un plus grand sentiment de contrôle sur nos vies, car nous comprenons que, même si certaines choses échappent à notre main, nous pouvons toujours décider comment réagir face à elles. Abraham Maslow, avec sa théorie de l'autoréalisation, suggère que nos expériences de douleur et de perte peuvent être des catalyseurs pour avancer dans la recherche de notre but et dans la compréhension de nos besoins authentiques. En affrontant la douleur d'une relation ratée, nous nous confrontons à des aspects de nous-mêmes qui nécessitent d'être travaillés et reconnus. Peut-être que la leçon laissée par la relation est de nous rendre compte que, avant de chercher le bonheur auprès de quelqu'un d'autre, nous devons travailler sur notre propre plénitude. Toutes les personnes qui entrent dans notre vie ne sont pas destinées à y rester, mais cela ne signifie pas que leur passage ne soit pas important. En effet, chaque personne que nous rencontrons nous offre une nouvelle perspective, une nouvelle expérience ou un reflet de quelque chose que nous devons comprendre. Dans le cas des relations amoureuses, cela est encore plus évident, car c'est dans ce type de relation que surgissent souvent nos insécurités et nos besoins les plus profonds. Lorsque quelqu'un s'en va, cela nous laisse avec une nouvelle compréhension de qui nous sommes et de ce que nous voulons, même si nous ne le voyons pas ainsi au départ. Rolando Goicoechea, dans plusieurs de ses approches sur l'amour de soi, mentionne qu'apprendre à laisser partir quelqu'un est une épreuve de la manière dont nous valorisons notre propre paix intérieure. Si la relation nous était pesante, alors le processus de laisser aller devient un acte de soin de soi. Cela nous fait réaliser que prioriser notre paix et notre bien-être n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de respect envers nous-mêmes. Apprendre à lâcher prise nous donne la force de nous mettre en premier, de nous dire que notre bonheur ne dépend pas d'une relation ou de quelqu'un qui ne veut pas être présent. Erich Fromm a également parlé de l'amour et de la capacité d'aimer sans possession ni dépendance. En lâchant une relation qui ne nous correspond pas, nous apprenons à aimer d'une manière mature qui ne nécessite pas d'attacher quelqu'un pour se sentir en sécurité. Ce type d'amour commence par soi-même, avec la reconnaissance que nous méritons quelque chose de plus qu'une relation vide. Laisser partir devient alors un acte d'amour envers nous-mêmes, une affirmation de notre valeur et de notre dignité. Au final, une relation ratée nous montre nos propres limites et forces, nous révélant avant de nous partager avec quelqu'un d'autre. L'amour de soi est la base de toute relation saine. Chaque fois que nous acceptons une rupture comme partie de notre croissance, nous bâtissons une fondation plus solide pour de futures relations qui seront basées sur le respect et l'authenticité. Accepter qu'une relation se soit terminée pour nous enseigner une leçon ne signifie pas ignorer la douleur, mais lui donner un sens. Cela nous donne l'occasion de dire adieu à l'autre personne avec gratitude pour les expériences et les apprentissages partagés. En voyant les choses de cette manière, nous pouvons lâcher prise sans rancœur ni regret, en comprenant que, même si la relation n'était pas pour toujours, elle faisait partie de notre processus de croissance. L'idée est de comprendre que notre bonheur et notre paix ne dépendent que de nous-mêmes. Dans une rupture amoureuse, les mots non prononcés, les pensées qui n'ont jamais été exprimées et les conversations qui n'ont jamais eu lieu peuvent devenir les fardeaux les plus difficiles à lâcher. Souvent, ce n'est pas seulement l'absence de la personne qui cause la douleur, mais l'absence d'une clôture réelle et complète. Nous nous accrochons aux choses restées en suspens, à ces dialogues qui n'existent que dans notre esprit et qui, chaque fois que nous les rappelons,
semblent prendre plus de poids et de signification, comme si ces mots non prononcés pouvaient redonner un sens différent à l'histoire que nous avons vécue. Dans ce sens, le deuil ne se base pas seulement sur le fait de laisser partir la personne, mais aussi sur le fait de lâcher prise de toutes les idées et les moments imaginaires que nous avons créés autour de cette relation. Nous devenons nos propres interlocuteurs, revivant encore et encore chaque interaction et essayant de comprendre ce que nous aurions pu faire ou dire pour changer le dénouement. L'esprit se transforme en une sorte de scène où nous répétons les mêmes actes, cherchant une version où tout aurait une fin différente. Les explications qui n'arriveront jamais, les excuses qui n'ont jamais été prononcées et les « je t'aime » qui n'ont pas été dites à temps. Tout cela se transforme en une sorte de sac à dos émotionnel qu'il est difficile de laisser derrière soi. Cette situation reflète une vérité crue. Dans de nombreuses occasions, ce que nous aimons n'est pas vraiment la personne, mais la possibilité de ce que cette relation aurait pu être si les choses avaient été différentes. Parfois, nous aimons plus la version idéalisée de la personne, cette image que nous construisons avec des morceaux de ce que nous avons vu et de ce que nous désirions. Dans un processus de rupture, l'un des moments les plus difficiles est de reconnaître que la réalité de cette personne ne correspond pas à l'idée que nous avions construite. Cela nous fait mal de lâcher la fantaisie, de renoncer à l'idée que, peut-être, avec un peu plus d'effort ou de patience, les choses auraient été différentes. Mais en vérité, ce qui reste piégé dans notre esprit est une version déformée de la relation, alimentée par tout ce qui n'est jamais arrivé. D'un point de vue psychologique, ce phénomène de s'accrocher à des idées inachevées trouve son origine dans notre besoin de contrôle et de clôture émotionnelle. Freud disait que, lorsqu'une situation reste ouverte sans conclusion claire, notre psyché a tendance à s'y accrocher dans un effort de lui donner un sens. C'est une réaction naturelle de rechercher cette clôture, mais lorsque nous ne pouvons pas l'obtenir, nous créons une version alternative des faits qui nous aide à traiter la douleur, même si cela finit souvent par intensifier cette douleur. Une des raisons pour lesquelles il est si difficile de lâcher une relation est que, en le faisant, nous lâchons également nos propres attentes non satisfaites. Nous admettons que certains rêves ne se réaliseront tout simplement pas. Et cette acceptation implique non seulement de dire adieu à la personne, mais aussi à la partie de nous-mêmes qui croyait pouvoir vivre ses rêves à ses côtés. C'est une séparation doublement douloureuse. Alfred Adler disait que notre psyché construit des fictions pour faire face aux réalités qui nous dérangent. Une rupture, surtout lorsqu'il n'y a pas de clôture claire, nous laisse avec un vide que nous essayons de combler avec des fictions. La version de la relation qui aurait pu être, les mots que nous aurions aimé entendre, les fins alternatives que nous construisons dans notre esprit. Mais à un moment donné, nous devons reconnaître que ces fictions ne sont pas réelles et que s'y accrocher ne fait que prolonger la douleur. Parfois, ce qui nous fait le plus mal, ce ne sont pas les moments partagés, mais ceux qui n'ont existé que dans notre esprit. Nous restons piégés dans un cercle de « si j'avais fait cela » ou « si j'avais dit ceci », comme si nous pouvions revenir en arrière et corriger ce qui a mal tourné. Mais la réalité est que ces moments ne se sont pas produits et les revivre mentalement nous empêche simplement d'avancer. Lâcher prise signifie, en partie, accepter que nous n'aurons jamais toutes les réponses. Lorsque nous faisons face à une rupture sans clôture réelle, la douleur se perpétue parce que les questions restent sans réponse. Nous nous demandons si nous avons vraiment été aimés, s'il y avait quelque chose que nous aurions pu faire pour changer la situation, si nous avions échoué d'une manière ou d'une autre. Cependant, ces questions n'ont pas toujours de réponse, et c'est là que commence notre véritable travail de guérison. Apprendre à vivre avec des questions sans solution. Accepter que nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s'est passé dans l'esprit et le cœur de l'autre personne est un pas libérateur. Cela nous donne la liberté de lâcher prise, non seulement de cette personne, mais aussi du besoin de comprendre chaque détail. Comme le disait le docteur Franco, dans de nombreux aspects de la vie, nous devons trouver un sens même en l'absence de réponse. Apprendre à lâcher prise d'une relation signifie également lâcher la recherche de réponses absolues. Au final, lors d'une rupture, ce qui fait souvent plus mal, c'est ce qui n'a pas été dit plutôt que ce qui s'est réellement passé. Cela fait mal à la conversation que nous n'avons jamais eue, à l'excuse que nous n'avons jamais entendue,
aux promesses suspendues dans l'air. Mais en réalité, c'est une illusion. C'est une manière pour notre esprit de s'accrocher à quelque chose pour ne pas faire face au vide, pour ne pas accepter que cette histoire, avec tous ses possibles dénouements, est déjà terminée. La guérison commence lorsque nous comprenons que, même si nous avons une liste interminable de choses que nous aimerions dire, cela ne changerait pas les faits. Lorsque nous apprenons à lâcher ces mots et ces moments que nous avons imaginés, nous nous libérons finalement du poids de cette relation. Nous nous donnons la permission de fermer le chapitre sans avoir toutes les réponses, sans attendre que cette personne revienne pour clarifier ce qui est resté en suspens. Parfois, lâcher prise signifie comprendre que toutes les histoires n'ont pas de fin parfaite et que certaines restent incomplètes. Peut-être que ces mots que nous voulions tant dire ne trouveront jamais d'oreilles attentives, et c'est bien, car au final, ces mots nous appartiennent, et nous pouvons les utiliser pour construire notre propre clôture sans dépendre de la réponse ou de l'approbation de l'autre personne. Cette sensation que l'autre personne nous doit quelque chose peut être l'une des chaînes les plus difficiles à briser dans le processus de lâcher prise. Souvent, ce n'est pas l'amour qui nous attache à cette relation, mais le besoin de justice ou de revanche émotionnelle. Nous sentons qu'ils nous doivent une explication, une excuse sincère, une sorte de clôture qui nous aide à comprendre et, surtout, qui nous fait sentir valorisés, ou au moins respectés. Cependant, accepter que nous ne récupérerons peut-être jamais cette dette émotionnelle est une étape fondamentale pour atteindre la paix. Il est naturel de vouloir une résolution, une fin claire et définitive qui clôt le cycle. Quand quelqu'un s'éloigne de notre vie en laissant des questions et des blessures ouvertes, ce manque de réponse peut nous consumer. Nous restons avec une plaie ouverte, comme un chapitre inachevé qui semble avoir besoin de la dernière page. Nous voulons que l'autre personne assume sa responsabilité, qu'elle reconnaisse la douleur qu'elle a causée, ou qu'elle nous confirme au moins que le lien était réel et significatif. Cependant, souvent, cette personne n'est pas disposée ou n'est pas capable de nous donner ce que nous considérons comme un droit. L'idée de clôture que nous cherchons tous est en réalité une manière de rechercher un équilibre, de restaurer une sorte de justice émotionnelle. Nous voulons entendre un « je suis désolé » qui nous fasse sentir que notre douleur était valable, que nos émotions comptaient, et ce besoin de clôture peut nous conduire à un point d'obsession, où chaque pensée tourne autour de cette dernière conversation que nous n'avons jamais eue. Mais la vérité est que l'attente de cette clôture peut devenir un obstacle, surtout lorsque l'autre personne ne la donnera jamais. Viktor Frankl disait que, dans de nombreux cas, nous n'avons pas de contrôle sur ce que font ou disent les autres, mais nous avons toujours le contrôle sur notre réponse. Dans ce sens, le fait de lâcher prise avec quelqu'un signifie également renoncer à la fantaisie de la revanche émotionnelle. C'est renoncer à l'idée que nous obtiendrons une justice qui nous fera sentir en paix. Il est douloureux d'accepter que nous n'entendrons peut-être jamais l'excuse dont nous avons besoin, et cette renonciation est en elle-même une forme de libération. Parfois, le désir de revenir avec cette personne n'est pas par amour ou par espoir de reconstruire une relation. C'est un désir déguisé en vengeance ou en revanche émotionnelle. Nous voulons prouver à cette personne ce qu'elle a perdu. Nous voulons qu'elle voie notre valeur et regrette ses erreurs. Cependant, ce désir, bien qu'il soit naturel, ne nous conduira pas à la paix. Il nous maintient dans un piège émotionnel, attaché à une personne qui, à un moment donné, a déjà décidé de ne pas valoriser notre présence. Ce type de justice émotionnelle que nous poursuivons peut nous faire sentir que nous sommes encore en contrôle. Nous pensons qu'en obtenant au moins une excuse ou une explication, une partie de notre pouvoir est restaurée. Cependant, ce besoin de justice est souvent une illusion, un mirage qui prolonge seulement notre douleur. Sigmund Freud parlait de la nécessité de comprendre le deuil non seulement comme une perte de la personne, mais aussi de nos propres attentes et fantasmes à son égard. Lâcher prise signifie alors également lâcher prise sur l'attente de cette excuse ou de cette explication que nous croyons mériter. Accepter que l'autre personne ne nous doit rien est un acte de profond détachement et souvent une leçon d'humilité et de force. Cela ne signifie pas que notre douleur n'est pas légitime, mais que cette justice peut être inaccessible. Souvent, les gens quittent nos vies sans nous donner la clôture dont nous avons besoin,
parce qu'ils n'ont pas la capacité émotionnelle de faire face à la vérité de leurs propres erreurs. Dans d'autres cas, ils ne s'en soucient tout simplement pas. Dans les deux cas, ce pardon ou cette excuse n'arrivera jamais. Abraham Maslow soulignait l'importance de l'autoréalisation, de trouver de la valeur et un but dans notre propre croissance. Dans ce contexte, le véritable pouvoir réside dans la façon dont nous parvenons à donner un sens à notre expérience, même lorsque l'autre personne ne nous offre jamais la clôture que nous espérons. Peut-être que nous ne pourrons jamais changer ce qui s'est passé ou comment cela a fini, mais nous pouvons changer notre perspective, notre façon d'interpréter cette histoire. Lâcher prise signifie également apprendre à renoncer à ce droit que nous croyons avoir sur l'autre personne. La sensation de dette émotionnelle devient une prison qui nourrit notre ressentiment. Renoncer à ce droit à la justice peut être libérateur, bien que ce ne soit pas facile. Cela nous permet de commencer à construire notre propre clôture, une clôture dans laquelle notre paix et notre bonheur ne dépendent pas des actions de l'autre personne, mais de notre capacité à aller de l'avant. Accepter que nous n'obtiendrons pas toujours de réponse et que celles-ci ne sont pas essentielles à notre paix, c'est un pas vers la guérison. Il nous fait mal d'accepter que l'autre personne ne reconnaisse peut-être jamais le mal qu'elle a causé ou qu'elle n'assume jamais sa responsabilité. Mais en fin de compte, notre paix ne peut pas dépendre de ses actes ou de ses paroles. Il nous revient à nous de trouver cette paix, indépendamment de la présence ou de l'absence de l'autre personne. Chaque relation nous laisse avec des leçons et des blessures, et si nous apprenons à guérir sans avoir besoin de la validation ou des excuses de l'autre, nous récupérerons notre pouvoir personnel. Si nous nous concentrons sur l'apprentissage que cette expérience nous laisse, nous construirons une clôture authentique qui ne dépend pas de facteurs externes. Pour commencer cet exercice de clôture émotionnelle, je te propose un processus simple mais profond. T'es-tu déjà senti piégé dans des mots et des émotions que tu n'as jamais pu exprimer? Ces mots qui sont restés à l'intérieur comme un nœud qui ne disparaît pas. Il est normal qu'à la fin d'une relation, il reste des sentiments et des pensées inachevés. Beaucoup d'entre eux se transforment en une sorte de fantôme émotionnel qui ne nous permet pas d'avancer. Aujourd'hui, je t'invite à prendre le contrôle de ces sentiments et à les laisser sortir pour que tu puisses fermer ce cycle et avancer avec une plus grande paix. Pour commencer cet exercice, cherche un espace calme où tu peux être seul et te consacrer quelques minutes. Prends une feuille de papier ou un carnet et permets à chaque sentiment ou pensée non dite de trouver sa place là-bas. Imagine que tu parles directement à cette personne qui n'est plus dans ta vie. Que lui dirais-tu si tu l'avais devant toi? Quelles paroles te sont restées en suspens? Que dois-tu exprimer pour sentir que tu fermes vraiment cette étape? L'instruction est simple. Sur ce papier, tu vas écrire tous les sentiments, souvenirs et mots que tu n'as jamais eu l'occasion de partager. Cela peut être un message de gratitude, de douleur, d'adieu ou même d'excuse si tu sens que c'est nécessaire. L'important ici est que chaque mot écrit soit authentique. Cet espace t'appartient et personne d'autre ne le verra. C'est un moment d'honnêteté sans jugement. Pour rendre cet exercice plus efficace, tu peux imaginer que tu récites ces mots à une photo de ton ex-partenaire, te permettant un espace de clôture dans un environnement sûr. Ce processus a un effet psychologique profond. C'est une manière de communiquer avec cette partie de toi qui est restée accrochée à une illusion de ce qui aurait pu être. En même temps, cela aide à créer une barrière entre ta vie actuelle et ce passé que tu as besoin de laisser derrière toi. T'es-tu rendu compte que souvent, nous restons attachés à l'idée de ce que nous voulions dire et que nous n'avons jamais dit? C'est le moment de lâcher ces mots, de les faire sortir à la lumière. Peu importe s'il s'agit de mots de douleur, de déception ou même d'amour. Ce qui importe, c'est que tu puisses les exprimer sans restriction, laissant ces émotions s'écouler et se transformer en un soulagement. Une fois que tu auras terminé d'écrire cette lettre, prends un moment pour la lire à voix haute. En récitant tes mots à une photo de ton ex-partenaire, tu symboliseras une clôture, reconnaissant qu'il n'y a plus de place pour ces sentiments dans ton présent. C'est comme si tu donnais à ces mots l'espace d'exister sans qu'ils continuent de flotter dans ton esprit. Pour t'aider, je te laisse ici un exemple d'une lettre de clôture que tu pourrais utiliser comme référence. Cher ex-amour, aujourd'hui, je me donne enfin l'opportunité de te dire ce que je n'ai jamais pu exprimer pendant que nous étions ensemble.
il y a tant de choses qui sont restées coincées dans mon cœur. Des mots que je pensais un jour te dire, mais qui, pour une raison ou une autre, n'ont jamais été prononcés. Cela m'a fait mal de voir notre histoire se désintégrer comme chaque promesse que nous avons partagée s'est estompée avec le temps. Il y a eu des moments où je pensais vraiment que nous étions invincibles, que nous pourrions surmonter n'importe quoi ensemble. Cependant, je reconnais aussi que je me suis trompé en t'idéalisant, en créant dans mon esprit une version de toi qui n'a jamais vraiment existé. Aujourd'hui, je me rends compte que je te voyais comme je voulais te voir, pas comme tu étais réellement. Et c'était une erreur que nous avons tous deux payée. Je te remercie pour les bons moments que nous avons partagés, pour les rires et les rêves que nous avons construits ensemble. Mais je veux aussi te dire qu'il y a eu de la douleur, de la déception et des larmes que je n'ai pas pu partager avec toi. Cela m'a fait mal que, souvent, tu ne ressentes pas la même chose que moi, et que nos priorités ne semblent jamais vraiment s'aligner. Ces différences, bien qu'elles fassent mal, étaient nécessaires pour me faire réaliser ce que je recherche réellement dans une relation. À partir de ce moment, je choisis de te laisser partir. Je choisis de lâcher prise sur chacun de ces sentiments d'amour, de colère et de tristesse qui s'ankylosent au passé. Aujourd'hui, je cesse de m'accrocher à l'idée que j'avais besoin de ta validation pour me sentir complète. Maintenant, je comprends que je mérite un amour véritable, un amour qui soit prêt à rester et à se battre à mes côtés. Enfin, je veux me pardonner pour toutes les fois où je suis resté, alors que je savais que je ne devais pas, pour chaque sacrifice que j'ai fait en espérant un changement qui n'est jamais venu. Je me pardonne d'avoir mis de côté mes propres rêves et mes propres objectifs, en croyant que je devais être parfait pour que tu m'aimes. Aujourd'hui, je mets un terme à ce cycle, et je me donne l'opportunité de regarder vers l'avenir, vers une vie pleine de paix et d'amour propre. Merci pour ce qui a été et adieu pour ce qui ne sera jamais. Fin de la lettre. Maintenant, je veux que tu te prépares à écouter une histoire dans laquelle ces conseils prennent vie et révèlent leur véritable pouvoir. Nous allons découvrir le cas de quelqu'un qui, piégé dans une relation pleine de doutes et de mots non dits, a décidé d'affronter ses peurs et d'appliquer chacun de ses pas pour laisser partir une personne qui n'a jamais été complètement là. Je t'invite à écouter attentivement car, à travers cette histoire, tu verras comment le processus de lâcher prise d'une personne qui ne veut pas rester peut être un acte de libération personnelle et comment finalement chaque pas mène à une paix qui semblait souvent impossible à atteindre. Sous le toit de ce petit appartement à Mexico, on sentait la tension dans l'air. Les meubles, encore couverts de poussière par manque de nettoyage, et la lumière tamisée qui entrait par la fenêtre créaient une atmosphère sombre. Sofia était debout près de la fenêtre, regardant le tumulte de l'avenue principale, tandis que les gouttes de pluie tombaient avec force sur le verre, comme si le temps reflétait aussi son propre état émotionnel. Cet après-midi-là, après des semaines d'évitement des confrontations, elle avait décidé d'inviter Eduardo pour avoir la conversation qui lui trottait dans la tête. « Je ne sais pas comment commencer cela », murmura-t-elle, sans le regarder, jouant nerveusement avec une mèche de ses cheveux. Elle sentait que sa voix n'était qu'un écho dans le silence inconfortable qui s'était installé dans la pièce. Eduardo, assis sur le canapé, se contenta de soupirer. Il regardait son téléphone depuis un bon moment, distrait, comme s'il voulait être n'importe où sauf là. « Sofia, si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant, s'il te plaît, » répondit-il sans lever les yeux. Elle sentit un nœud dans l'estomac en entendant l'impatience dans sa voix, et un instant, elle souhaita ne pas l'avoir invité. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas garder tout ce qu'elle ressentait. Il y avait trop de choses inachevées entre eux, des mots non dits, qui la tourmentaient encore chaque nuit. « Pourquoi as-tu été si froid avec moi ces derniers temps ?» demanda-t-elle se tournant vers lui. « Il y a tant de choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment nous sommes passés de « tout va bien » à me sentir comme une étrangère à tes côtés. C'est comme si je parlais à un inconnu. » Eduardo la regarda et, pendant un instant, son expression changea. C'était un mélange de surprise et de fatigue. Un regard qui disait « Encore la même chose. »« Qu'attends-tu que je te dise ?» Sofia répondit en haussant les épaules. « Je ne sais pas ce que tu veux de moi. Peut-être que ça ne fonctionne plus. » Cette phrase, dite si distraitement,
était comme un coup de poignard pour Sofia. Elle sentait que tout ce qu'elle avait craint pendant des semaines se réalisait devant ses yeux et la possibilité de rester seule, sans explication, était insupportable. « Tu ne vas rien dire de plus après tout ce que nous avons vécu? Tu te contentes d'un « ça ne fonctionne plus » demanda-t-elle, essayant de contrôler le tremblement de sa voix. « Eduardo, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Eduardo poussa un long soupir, visiblement irrité, et détourna le regard comme s'il voulait échapper au poids de ses questions. « Ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre si facilement, dit-il enfin, sans la regarder. Je pense que nous avons tous les deux besoin de choses différentes. Ce n'est pas toi, c'est moi. Je ne sais pas si je veux être dans une relation en ce moment. » Sofia sentit son cœur se briser un peu plus avec chaque mot. L'impuissance et la frustration se bousculaient en elle. Elle avait tant de choses à dire, tant de questions sans réponse. Elle voulait comprendre ce qui se passait réellement, clarifier chaque malentendu, chaque doute qui s'était accumulé comme une montagne entre eux. « Mais tu ne peux pas simplement me dire ça et t'attendre à ce que je m'en aille comme ça. » Sans plus. Il répondit avec une lueur de désespoir dans la voix. « Je sens que je n'ai pas toutes les réponses. Tu pars et tu me laisses plein de doutes, Eduardo. Je ne sais pas comment lâcher cette relation si je ne comprends pas pourquoi nous terminons. » Il haussait les épaules, comme si le poids de ces mots n'avait aucune importance pour lui. « Tout n'a pas d'explication, Sofia. Parfois, les choses se passent simplement. Tu sais, parfois nous réalisons que nous voulons des choses différentes et nous passons à autre chose. » La simplicité de sa réponse la laissa sans voix. C'était comme s'il était incapable de comprendre le ouragan émotionnel qu'il déchaînait en elle. Il y avait tant de mots qu'elle avait besoin de dire, tant d'amour qu'elle ressentait encore et qu'elle ne pouvait pas ignorer. Alors, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avions prévu, cela n'a rien signifié pour toi, demanda-t-elle d'une voix basse, presque comme si elle parlait pour elle-même. Eduardo se leva, mal à l'aise, et regarda vers la porte. Cela a signifié quelque chose à un moment donné, Sofia, mais maintenant ce n'est plus le cas. Je pense qu'il vaut mieux que chacun suive son propre chemin. Ces mots se plantèrent dans son cœur comme un dernier coup de poignard. Elle ressentit une vague de colère et de tristesse qui la laissa tremblante, sans savoir quoi dire. Elle l'observa se diriger vers la porte, comme s'il n'y avait rien d'autre à ajouter, comme si ce qu'elle ressentait n'avait aucune importance. « C'est tout ?» murmura-t-elle, sentant le désespoir commencer à l'envahir. « Tu ne comptes pas me dire quoi que ce soit d'autre ?» Il s'arrêta un instant, et ensuite, sans se retourner pour la regarder, il dit « Je n'ai rien d'autre à dire, Sofia. Je t'ai déjà expliqué, c'est ce que je ressens. » Avec un dernier soupir, Eduardo ouvrit la porte et sortit, laissant Sofia dans une mer d'émotions inachevées. Elle resta silencieuse, regardant la porte fermée, sentant comment chacune de ses peurs, ses doutes et sa tristesse tourbillonnaient dans sa poitrine. La pluie frappait la fenêtre avec force, comme si le monde extérieur reflétait son propre état d'esprit. La voix d'Eduardo résonnait dans son esprit. Des mots qu'elle n'avait jamais pensé entendre et des explications dont elle avait besoin, mais qu'il n'était pas prêt à lui donner à ce moment-là. Elle comprit que l'une des choses les plus difficiles ne serait pas de lâcher Eduardo en tant que personne, mais de laisser partir toutes ses questions, ses rêves et ces moments qu'ils avaient construits ensemble. Cette nuit-là, elle était enveloppée dans une brume dense qui se mêlait à l'écho des voitures et aux lumières des bars, mais Sofia pouvait à peine noter ce qui se passait autour d'elle. Assise dans sa chambre sombre, avec seulement la lueur pâle de sa lampe illuminant son visage, elle repassait dans sa tête encore et encore cette scène qu'elle ne pouvait pas effacer. Eduardo l'avait vue dans les bras d'un autre homme, un ami d'enfance qui n'avait aucune autre intention. Pourtant, cette image avait servi de combustible à une série de malentendus qu'il n'avait jamais pu éclaircir. L'idée qu'Eduardo la considère comme une femme facile la rongeait de l'intérieur. C'était comme une épine qu'elle ne pouvait pas retirer. Les heures passaient et elle restait éveillée, se retournant dans son lit, embrouillée dans des pensées qui la maintenaient captive. Ce n'était pas tant l'amour qui la liait à lui, mais le besoin désespéré qu'il comprenne qu'il avait tort, qu'elle n'était pas celle qu'il croyait. Elle avait rêvé de cela des centaines de fois, imaginant chaque mot qu'elle lui dirait si elle pouvait l'affronter. Eduardo
Je ne suis pas ce que tu penses de moi. Je ne suis pas cette personne. » Elle répétait dans sa tête, presque comme un mantra, attendant l'occasion de le dire à voix haute. « Comment ne peut-il pas voir qui je suis vraiment ?» murmura-t-elle, observant son reflet dans le miroir. Son visage montrait des signes d'épuisement avec des cernes marquées et la peau pâle. Le poids de ne pas pouvoir déclarer sa position devant lui, de ne pas pouvoir lui expliquer la vérité, la consumait. Le lendemain matin, ses amis essayèrent de l'emmener faire une promenade, de l'encourager à mettre de côté ses pensées, mais elle était trop enfermée dans son propre esprit pour profiter de leur compagnie. Elle marchait dans le parc central, sous l'ombre des arbres, et les mots d'encouragement de ses amis parvenaient à peine à percer sa bulle de pensée. « Sophia, tu dois le laisser partir », lui disait Maria, l'une de ses amies les plus proches, tandis qu'elle passait près d'un café. Maria la regardait avec inquiétude. « Tu ne peux pas continuer à te tourmenter pour ce que Eduardo pense de toi. Il ne mérite pas autant de place dans ta tête. »« C'est facile à dire, » répondit Sophia avec un soupir. « Mais tu ne comprends pas. J'ai besoin qu'il sache que je ne suis pas ce qu'il pense. Je ne peux pas supporter l'idée qu'il me voit de cette manière, comme une femme qui n'a pas de principe. » Maria fronça les sourcils, avec un mélange de compréhension et de frustration. « Mais est-ce que cela changera quelque chose? Même s'il croyait en tes mots, veux-tu vraiment être avec quelqu'un qui doute de toi si facilement ?» Sophia garda le silence, réalisant qu'elle avait laissé son besoin d'être compris, que Eduardo la voit comme elle était vraiment, contrôlant toutes ses pensées, mais malgré la logique dans les paroles de son ami, son esprit continuait à recréer des scénarios. Chaque conversation imaginaire, chaque explication qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de donner, la maintenait piégée dans un cycle d'émotions. Ce jour-là, après avoir quitté ses amis, elle retourna dans son appartement et s'assit sur le canapé, le regard fixé sur le sol, revivant la scène une fois de plus. Elle imaginait chaque mot qu'elle dirait à Eduardo si elle l'avait devant elle, comme si cette conversation pouvait lui rendre la paix. « Si tu savais, Eduardo, si seulement tu m'écoutais, » murmura-t-elle, comme s'il pouvait l'entendre d'où il était. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle se voyait lui expliquant tout, que l'étreinte avec son ami ne signifiait rien, qu'il avait mal interprété ses intentions, qu'elle avait toujours été honnête. Le besoin de réhabiliter son image, de lui montrer qu'elle n'était pas la femme qu'il avait imaginée, était plus fort que tout autre sentiment. Parfois, elle avait même l'impression que son attachement à lui n'était pas de l'amour, mais un essai de récupérer quelque chose qu'il lui avait arraché, sa dignité. Le soir, elle se retrouvait à parcourir les vieilles conversations sur son téléphone, cherchant un signe que, quelque part, il avait déjà eu confiance en elle. C'était une tentative désespérée de trouver quelque chose qui justifie la relation, qui lui donnerait une raison de maintenir ses émotions. Cependant, chaque message ne servait qu'à lui rappeler les malentendus, les mots non dits et les doutes qui s'étaient installés entre eux. Une nuit, elle décida d'écrire une lettre. Elle voulait mettre sur papier tout ce qu'elle n'avait jamais pu lui dire. Elle ne comptait pas l'envoyer. Elle avait juste besoin d'évacuer ses pensées de son esprit. Elle commença à écrire avec colère, décrivant ce qu'elle avait ressenti, à quel point cela lui faisait mal, qu'il n'ait pas eu confiance en elle, qu'il l'ait réduite à une simple image déformée. « Eduardo, » écrivait-elle, « ça me fait mal que tu n'aies pas eu confiance en moi, que tu aies pensé que je n'étais qu'une personne quelconque. Tu ne m'as jamais donné l'occasion de m'expliquer, et je ne peux pas me débarrasser de la sensation que tu as laissé une partie de moi par terre, brisée. » Les mots coulèrent de son esprit sur la page comme si chaque lettre était une libération. Mais cela ne suffisait pas. Elle savait que cette lettre ne changerait rien, que son image devant lui ne s'améliorerait pas, mais l'espoir qu'il comprenne, qu'il voie en elle quelque chose de plus qu'une simple aventure passagère, la poursuivait toujours. Chaque jour qui passait, chaque fois qu'elle essayait de s'occuper avec son travail ou sa routine, son esprit revenait à ses pensées. Elle devenait une sorte d'obsession, dans laquelle le véritable problème n'était pas lui, mais l'idée qu'il se faisait d'elle. C'était cette image qu'elle ne pouvait supporter. Sophia, cependant, ne voyait pas l'ampleur de son combat intérieur. Elle croyait que c'était Eduardo qu'elle ne pouvait pas lâcher, alors qu'en réalité, c'était ce besoin de se racheter devant lui qui la maintenait piégée.
Sofia se retrouva à regarder le message qu'elle venait de recevoir de son ami. Les mots semblaient si simples, si évidents. Peu importe ce qu'il pense de toi. Il n'est plus là, et toi seul sais la vérité. Et tu sais ce qui s'est vraiment passé. Mais en elle, elle découvrit quelque chose de plus profond. Un tremblement qui semblait atteindre le fond de son être. Pour la première fois, elle commença à se demander si elle avait vraiment besoin qu'Eduardo change son opinion sur elle ou si elle se punissait pour quelque chose qu'elle n'avait jamais contrôlé. Cette nuit-là, après avoir lu ces mots encore et encore, quelque chose en elle sembla se briser, mais dans le meilleur sens. C'était comme si, enfin, un lourd fardeau commençait à relâcher son poids sur elle. Cette même nuit, assise dans sa chambre, entourée d'une calme inhabituelle, elle décida qu'il était temps d'écrire une lettre pour Eduardo, mais pas pour la lui envoyer. Cette lettre serait sa manière de libérer tout ce qui était resté coincé dans sa poitrine, de laisser aller les mots non dits, les malentendus, et surtout cette version d'elle-même qu'elle trouvait si étrangère. Elle prit une feuille de papier et, avec un profond soupir, commença à écrire avec une sincérité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu sais que je m'en fiche de ce que tu penses de moi », écrivit-elle, sentant son cœur battre fort en posant ses premiers mots sur le papier. « Aujourd'hui, je déclare que cela m'importe peu avec quelle image de moi tu es parti. Pendant trop longtemps, je me suis accroché à l'idée que je pouvais changer ce que tu pensais de moi, mais maintenant je comprends que peu importe combien d'explications j'aurais pu essayer de te donner, rien n'aurait changé le fait que notre histoire est terminée et avec elle, toutes les réponses qui n'ont jamais été données. » Sa main tremblait un peu, mais elle continua à écrire, laissant les mots jaillir de son être profond, comme si elle fermait un fantôme qui la poursuivait depuis longtemps. « Je te laisse aller, toi et toutes ces explications que je n'ai jamais pu te donner, et qui, à dire vrai, maintenant que j'écris cette lettre, ne m'importent plus. J'ai passé trop de temps à croire que j'avais besoin de ton approbation, que j'avais besoin que tu me vois comme je voulais que tu me vois. Mais aujourd'hui, je réalise que la seule personne qui doit vivre avec cette version de moi, c'est moi, et cela suffit. Ce que tu penses de moi, ça m'est déjà égal. » Sofia s'arrêta un moment, réalisant combien il était libérateur d'écrire ces mots, de les sentir comme une vérité résonnant en elle. Elle laissa les larmes couler, non de tristesse, mais d'une paix qu'elle commençait à ressentir pour la première fois depuis que Eduardo était parti. « Peut-être que je ne t'ai jamais expliqué les choses, » continua-t-elle. « Peut-être que je mérite que tu me vois comme le pire du monde. Et tu sais quoi, je l'admets. Peut-être que je le mérite, mais cela ne m'appartient plus. Je ne veux pas porter le poids de ce que tu penses, que tu me considères bonne ou mauvaise. Alors merci, mais non. Aujourd'hui, je tourne la page et avec elle tous ces mots qui n'ont jamais été prononcés. » Avec un profond soupir, elle termina d'écrire. Elle réalisa que plus qu'un adieu à Eduardo, cette lettre était une conclusion pour elle-même. C'était une déclaration d'indépendance, une promesse qu'à partir de ce moment, elle cesserait de mesurer sa valeur selon ce que quelqu'un d'autre pensait. Sofia lut la lettre à haute voix, regardant la photo d'Eduardo une dernière fois. Les mots sortent avec force, chacun chargé de tout ce qu'elle avait ressenti pendant le temps où elle avait été piégée dans cette relation et dans cette image d'elle-même. Quand elle eut terminé, elle ressentit un immense soulagement. C'était comme si chaque mot était une brique qu'elle retirait de ses épaules. Elle plia la lettre avec soin et décida de la garder dans une boîte, à côté des souvenirs de sa relation. Mais cette fois, non pas pour s'y accrocher, mais pour se rappeler combien elle avait progressé. Dans le cas de Sofia, son histoire représente l'une des réalités les plus courantes, bien que moins reconnues, des relations humaines. Ce ne sont pas toujours les sentiments profonds ou les souvenirs partagés qui nous empêchent de lâcher prise, mais plutôt les thèmes inachevés, les mots qui sont restés en suspens et les clarifications qui n'ont jamais été faites. Parfois, ce qui lie vraiment une personne à une autre est une collection de questions sans réponse et un sentiment de justice émotionnelle. Cette situation génère un cycle interminable de ce que le psychologue et thérapeute Erich Fromm a décrit comme un attachement symbiotique, où deux personnes restent psychologiquement liées non par amour, mais par la nécessité de résoudre des affaires en suspens qui, dans de nombreux cas, ne trouveront jamais de résolution sans une catharsis personnelle, comme celle que Sofia a finalement vécue. Un des aspects qui affecte le plus une personne lorsqu'elle est piégée dans une relation avec des fils lâches
est le sentiment qu'il reste quelque chose d'essentiel à régler. Selon le psychologue Carone, ces ombres ou aspects non résolus d'une relation ont tendance à se projeter dans la vie de la personne, générant des fantômes internes qui persistent jusqu'à ce qu'ils soient confrontés. Dans le cas de Sofia, ses tentatives d'explication face à son ex-partenaire et de nettoyage de son image étaient en réalité un reflet de sa lutte interne pour l'autocompassion et la réconciliation de sa propre valeur sans dépendre de l'opinion de quelqu'un d'autre. C'est l'une des plus grandes difficultés lors d'une rupture, comprendre qu'on n'a pas besoin de la validation de l'autre pour tourner la page. L'histoire de Sofia met également en avant une idée centrale de la psychologie de l'attachement. Un sujet largement étudié par John Bowlby et Mary Ainsworth. Tous deux ont argumenté que l'attachement n'est pas seulement une question d'amour, mais une construction de sécurité émotionnelle. En réalisant que Eduardo avait une perception d'elle qu'elle ne partageait pas et avec laquelle elle ne s'identifie pas, Sofia se sentit menacée dans son auto-image. Cette divergence entre la façon dont elle se voyait et la façon dont elle pensait que Eduardo la voyait devint un nœud qui l'empêchait d'avancer. Dans son cas, l'attachement se construisit non pas tant autour de l'amour que de la nécessité de restaurer son sens de l'identité et de nettoyer sa réputation. C'est un exemple clair de ce que le psychologue Carl Rogers décrit comme l'incongruence entre le soi idéal et le soi perçu. En psychologie, il existe également l'idée de dissonance cognitive, développée par Leon Festinger. La dissonance se produit lorsqu'une personne a deux idées contradictoires sur elle-même, générant une tension interne. Dans le cas de Sofia, cette dissonance surgit en réalisant que, bien que ses intentions dans la relation aient été sincères, Eduardo la voyait comme une personne facile ou de seconde catégorie. Ce conflit interne la maintenait enchevêtrée dans la relation, essayant de réconcilier sa propre image avec celle qu'elle percevait chez Eduardo. Ce type de tension était souvent beaucoup plus difficile à lâcher que les souvenirs d'une relation heureuse, car il implique notre perception personnelle et la nécessité d'affirmer notre valeur. De plus, le concept de justice émotionnelle est une autre pièce clé pour comprendre la situation de Sofia. Selon le psychologue Robert Enright, la recherche de justice émotionnelle implique le besoin que l'autre reconnaisse le tort ou le manque de compréhension qu'il nous a causé. Sofia voulait clarifier sa position pour qu'Eduardo la comprenne et la respecte pour ce qu'elle était réellement. Ce désir de justice émotionnelle la maintenait piégée dans la relation beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait pu le faire avec son affection. Finalement, ce qu'elle recherchait, c'était une conclusion, quelque chose qui ne vient généralement pas de l'autre personne, mais de la capacité à pardonner et à laisser aller, tout comme le fit Sofia. Écrire sa lettre se produit parfois aussi lorsque les personnes restent attachées à des relations en raison d'un phénomène que le docteur Franco a décrit comme la recherche de sens. Les relations qui se terminent brusquement ou au milieu de malentendus nous laissent avec un sentiment de vide et un manque de sens. Pour Sofia, le sens de sa relation était lié à l'idée qu'elle représentait quelque chose de précieux dans la vie d'Eduardo. En découvrant que ce n'était pas le cas, elle s'est retrouvée dans le besoin de chercher un nouveau but pour cette étape de sa vie, ce qui s'est facilité lorsqu'elle s'est libérée de la nécessité d'être comprise par lui et a commencé à valoriser sa propre narration et son sens personnel. Un autre aspect important que nous observons dans l'histoire de Sofia est ce que Aaron Beck, le père de la thérapie cognitive, appelle la pensée catastrophique. Ce type de pensée génère la fausse croyance que l'opinion d'Eduardo définit sa valeur, amenant Sofia à remettre en question sa propre valeur simplement parce qu'il ne l'a pas respectée comme elle l'attendait. Ce type de pensée est un piège qui amplifie l'anxiété et l'attachement inutile à des idées qui ne reposent pas sur la réalité. Surmonter cette pensée irrationnelle nécessite, comme Sofia l'a fait, de prendre du recul et de voir l'ensemble du tableau, ce qu'elle a finalement réussi à faire en écrivant la lettre de clôture. Le concept d'acceptation radicale, promu par la psychologue Marsha Linehan dans le traitement des troubles émotionnels, se reflète également dans l'histoire de Sofia. L'acceptation radicale implique d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les changer, même lorsque cela nous fait souffrir. Pour Sofia, l'acceptation a été fondamentale pour pouvoir lâcher prise, car elle a finalement compris que l'opinion d'Eduardo ne changerait pas et qu'elle n'avait aucun contrôle sur cela. Cet acte d'acceptation l'a amenée à se libérer de l'attente qu'elle pourrait un jour
modifier l'image qu'il avait d'elle. Enfin, le rôle de l'auto-affirmation est essentiel dans cette histoire, un concept que le psychologue Carl Rogers définit comme la capacité à reconnaître et à respecter nos propres sentiments, pensées et désirs. Lorsque Sophia dit « Je me fiche de ce que tu penses de moi », elle pratique l'auto-affirmation. Elle cesse d'attendre que Eduardo la valide et décide d'être suffisante pour elle-même, en admettant que sa propre valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. En conclusion, l'histoire de Sophia démontre que parfois, ce qui nous unit à une personne n'est pas l'amour, mais le besoin de clore des cycles et d'atteindre une justice émotionnelle. La reconnaissance de cela est essentielle pour avancer, et les psychologues ont apporté divers outils et théories qui peuvent nous aider dans ce processus. Je possède la liberté de haïr qui je veux. Je me rends compte que mon âme possède beaucoup plus de liberté qu'avant, tant pour haïr que pour aimer. La phrase de Kiko, le personnage créé par Rumiko Takahashi, renferme une sagesse profonde qui, dans le contexte de cette analyse, résonne avec une force particulière. Je possède la liberté de haïr qui je veux. Je me rends compte que mon âme possède beaucoup plus de liberté qu'avant, tant pour haïr que pour aimer. Cette déclaration est un puissant rappel que nous avons la capacité de choisir nos sentiments, de définir qui nous laissons entrer dans notre cœur et qui, en revanche, nous fermons la porte de notre énergie émotionnelle. Au-delà des liens d'amour ou des élans de haine, il existe une troisième dimension dans laquelle nous pouvons habiter, l'indifférence. L'indifférence n'est pas le vide ou la froideur insensible, c'est en fait un état de libération émotionnelle, de paix mentale, où nous avons décidé de lâcher prise sur les émotions toxiques et d'embrasser notre liberté d'être. Cet état ne s'atteint pas du jour au lendemain, mais implique de reconnaître le pouvoir que nous avons sur notre vie intérieure, en acceptant que les sentiments. Ce qui nous attache à une relation peut également être ce qui nous libère. Quand nous les regardons sans attachement, nous atteignons un point où je me soucie peu de ce que l'autre pense de moi. Cela signifie, en réalité, assumer l'indépendance émotionnelle et embrasser une identité ferme qui ne nécessite pas de validations externes. L'indifférence est l'état d'équilibre suprême, celui qui nous permet enfin de ne plus ressentir le besoin de réponse et de reconnaissance. Au lieu de nous laisser emporter par les polarités d'amour et de haine, l'indifférence devient un acte d'auto-affirmation. C'est la liberté de dire « Je n'ai pas besoin de l'approbation ou des excuses de quelqu'un d'autre pour guérir ». Cela est, en essence, la maîtrise de notre propre être et un pas vers la paix que seuls nous pouvons nous donner. C'est comprendre que la véritable liberté réside dans la capacité de choisir, de décider à qui ou à quoi nous consacrons notre temps et notre énergie. Maintenant, je te pose la question. Que feras-tu avec cette liberté? Te permettras-tu de prendre les rênes de tes sentiments, laissant derrière toi le besoin que quelqu'un d'autre te valorise ou te comprenne? Reconnaîtras-tu et utiliseras-tu ta liberté pour aimer, pour cesser d'aimer ou même pour atteindre l'indifférence? Car au moment où tu décides non seulement à qui aimer, mais aussi à qui cesser d'aimer, tu deviens maître de ta paix. Tu as entre tes mains l'option de lâcher prise, de prendre ce pouvoir et de te permettre d'être indifférent lorsque tu en as besoin. Alors, emprunteras-tu ce chemin vers ta liberté émotionnelle? La liberté de choix est, sans aucun doute, l'un des plus grands pouvoirs que nous possédons en tant qu'êtres humains. Dès le premier instant de conscience, cette capacité de décider, de choisir des chemins et d'opter entre un destin et un autre est quelque chose avec lequel nous naissons. Peu importe les circonstances dans lesquelles on grandit ou les limitations que l'on peut rencontrer dans la vie. Ce don inhérent à la conscience nous permet de déterminer notre réalité intérieure. Le choix n'est pas seulement un outil, c'est le plus grand acte de liberté personnelle et une profonde manifestation de notre autonomie. C'est le rappel que, bien que les circonstances soient externes, l'interprétation et la réaction que nous avons envers elles sont, en fin de compte, des choix personnels. Choisir entre l'amour et le détachement, entre le pardon et le ressentiment, n'est pas seulement une action consciente, mais une expression de notre identité. Ce cadeau n'est conditionné ni limité par des facteurs externes. Au contraire, c'est notre capacité à répondre à toute situation de la manière que nous jugeons la meilleure. Cette liberté de décision nous donne une indépendance puissante et la possibilité de nous réinventer chaque jour en prenant des décisions qui honorent qui nous sommes vraiment
et ce que nous désirons pour notre avenir. Avoir la liberté de choix implique de reconnaître le poids et la valeur de nos décisions. Chaque choix, si petit soit-il, façonne notre caractère et établit le cours de nos vies. Choisir de clore un cycle, de laisser quelqu'un derrière soi ou simplement de décider que nos émotions ne seront pas liées au comportement d'une autre personne est un acte de courage et d'autodéfinition. Avec chaque décision, nous réaffirmons notre autonomie, rejetant l'idée que quelqu'un ou quelque chose d'externe peut contrôler notre paix mentale. Ce pouvoir inné de choisir nous montre également que, même si nous pouvons être confrontés à des émotions difficiles et à des relations compliquées, nous avons la capacité de gérer comment elles nous affectent. En choisissant la liberté émotionnelle, nous reconnaissons que nous n'avons pas besoin que les actions ou les mots des autres déterminent notre valeur, ni conditionnent notre bien-être. Nous pouvons aimer pleinement et de la même manière, décider de cesser d'aimer ou de nécessiter cette validation. Ce pouvoir est constant et ne disparaît jamais, même si parfois nous l'oublions. Le fait que nous naissons avec la capacité de choisir signifie que même dans les moments les plus sombres, nous avons la capacité de décider de faire un pas vers la lumière. C'est notre responsabilité et en même temps notre privilège. C'est ce qui permet à l'amour de soi d'épanouir et de transformer toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en une opportunité de croissance. C'est ce pouvoir qui nous permet non seulement de laisser partir ceux qui ne souhaitent pas être dans nos vies, mais aussi de le faire sans ressentiment, avec la paix qu'offre un choix libre et conscient. C'est notre liberté de choix qui nous donne le pouvoir de décider quand une relation a rempli son but dans notre vie. Nous n'avons pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre clôte un cycle pour nous. C'est nous qui avons la capacité de lâcher prise. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de comprendre que cette liberté est une constante qui nous rappelle que le bonheur et la paix dépendent de ce que nous choisissons de permettre ou non dans notre vie. Ainsi, même lorsqu'une relation ne se déroule pas comme nous l'espérions, nous avons le pouvoir de dire « c'est ma vie et je choisis ma paix » plutôt que n'importe quel souvenir. À chaque pas que nous faisons, nous exerçons ce pouvoir inné. Choisir, jour après jour, comment nous réagissons, comment nous vivons et comment nous aimons est l'une des plus grandes expressions de notre humanité. C'est une liberté qui, une fois reconnue, nous pousse à choisir uniquement ce qui nourrit notre essence, notre bien-être. Savoir que nous sommes libres de choisir nous donne la force de sortir de relations qui ne nous font pas du bien et d'avancer vers un avenir où notre choix principal sera toujours notre bien-être. Alors, maintenant que tu as pris conscience de ce pouvoir, demande-toi, que vas-tu choisir à partir d'aujourd'hui ? Opteras-tu pour la paix et l'indépendance émotionnelle ou te cramponneras-tu à la nécessité de validation externe ? Ce pouvoir, qui a toujours fait partie de toi, est le même qui te permettra de créer une vie remplie d'amour de soi et de respect pour tes émotions. Pour approfondir ce voyage vers une liberté émotionnelle complète, je t'invite à découvrir la vidéo sur l'amour de soi que tu trouveras dans le premier commentaire de cette vidéo. Ici, tu apprendras à appliquer ce pouvoir dans tous les domaines de ta vie, atteignant l'équilibre dont tu as besoin pour être une personne émotionnellement libre.